Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Émile Zola que nous allons partir en vadrouille puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de La Terre. Nous en sommes à la deuxième partie de cet ouvrage, au premier chapitre de la seconde partie de cet ouvrage. Et c'est un chapitre qui nous raconte l'histoire d'un paysan, d'un fils de paysan qui s'appelle Hourdequin, qui vient de surprendre l'une de ses employées, mais de laquelle il est farouchement tombé amoureux, avec un valet de ferme. Il lui ordonne de partir et lui demande de réfléchir jusqu'au soir. Après le déjeuner de 7 heures, cette revue irritée du maître fit trembler la maison. Il y avait à la borderie les 5 charretiers pour 5 charrues, 3 batteurs, 2 vachers ou hommes de cour, un berger et un petit porcher, en tout 12 serviteurs, sans compter la servante. D'abord, dans la cuisine, il apostropha cette dernière parce qu'elle n'avait pas remis au plafond les pelles du four. Ensuite, il rôda dans les 2 granges, celle pour l'avoine, celle pour le blé, immense celle-ci, haute comme une église avec des portes de 5 mètres. Et il y chercha querelle au batteur, dont les fléaux, disait-il, hachaient trop la paille. De là, il traversa la vacherie, enrageant de trouver les 30 vaches en bon état, l'allée centrale lavée, les auges propres. Il ne savait à quel propos tomber sur les vachers, lorsque dehors, en donnant un coup d'œil aux citernes dont ils avaient aussi l'entretien, il s'aperçut qu'un tuyau de descente était bouché par des nids de pierrots. Et comme le valet de ferme en question dont nous parlons fait partie des vachers, cela lui donnait un argument. Donc, dehors, en donnant un coup d'œil aux citernes, dont ils avaient aussi l'entretien, il s'aperçut qu'un tuyau de descente était bouché par des nids de pierrots, ainsi que dans toutes les fermes de la Beauce. On recueillait précieusement les eaux de pluie des toitures à l'aide d'un système compliqué de gouttières. Et il demanda brutalement si l'on allait laisser les moineaux le faire crever de soif. Mais ce fut enfin sur les charretiers que l'orage éclata. Bien que les 15 chevaux de l'écurie eussent de la litière fraîche, il commença par crier que c'était dégoûtant de les abandonner dans une pourriture pareille. Puis, honteux de son injustice, exaspéré davantage, comme il visitait aux 4 coins des bâtiments les 4 hangars où l'on serrait les outils, il fut ravi de voir une charrue dont les mancherons étaient brisés. Alors il tempêta. Est-ce que ces 5 bougres s'amusaient exprès à casser son matériel? Il leur foutrait leur compte à tous les 5, oui, à tous les 5, pour ne pas faire de jaloux. Pendant qu'il les injuriait, ses yeux de flamme fouillaient leur peau, attendaient une pâleur, un frisson qui dénonça le traître. Aucun ne bougea, et il les quitta avec un grand geste désolé. En terminant son inspection de la bergerie, Hourdequin eut l'idée d'interroger le berger Soulas. Ce vieux de 65 ans était à la ferme depuis un demi-siècle, et il n'y avait rien amassé, mangé par sa femme, ivrognesse et catin, qu'il venait enfin d'avoir la joie de porter en terre. Il tremblait que son âge ne le fît congédier bientôt. Peut-être que le maître l'aiderait, mais est-ce qu'on savait si les maîtres ne mourraient pas les premiers? Est-ce qu'ils donneraient jamais de quoi pour le tabac et la goutte? D'ailleurs, il s'était fait une ennemie de Jacqueline qui l'exécrait. Cette haine d'anciens serviteurs jaloux révoltés par la fortune rapide de cette dernière venue. Quand elle le commandait, à 7 heures, l'idée qu'il l'avait vu en guenille dans le crottin le jetait hors de lui. Elle l'aurait certainement renvoyé si elle s'en était senti la puissance, et cela le rendait prudent. Il voulait garder sa place. Il évitait tout conflit, bien qu'il se crût certain de l'appui du maître. La bergerie, au fond de la cour, occupait tout le bâtiment. Une galerie de 80 mètres, où les 800 moutons de la ferme n'étaient séparés que par des claies. Ici, les mères, en divers groupes, là, les agneaux, plus loin, les béliers. À 2 mois, on châtrait les mâles, qu'on élevait pour la vente, tandis qu'on gardait les femelles afin de renouveler le troupeau des mères, dont on vendait chaque année les plus vieilles.
Et les béliers couvraient les jeunes à des époques fixes. Des Dishley croisés de mérinos, superbes avec leur air stupide et doux, et leur tête lourde au grand nez arrondi d'hommes à passion. Quand on entrait dans la bergerie, une odeur forte suffoquait. L'exhalaison ammoniacale de la litière, de l'ancienne paille sur laquelle on remettait de la paille fraîche pendant 3 mois. Le long des murs, des crémaillères permettaient de hausser les râteliers à mesure que la couche de fumier montait. Il y avait de l'air pourtant, de larges fenêtres, et le plancher du fenil au-dessus était fait de madriers mobiles, qu'on enlevait en partie lorsque diminuait la provision des fourrages. On disait, du reste, que cette chaleur vivante, cette couche en fermentation molle et chaude, était nécessaire à la belle venue des moutons. Hourdequin, comme il poussait une des portes, aperçut Jacqueline qui s'échappait par une autre. Elle aussi avait songé à Soulas, inquiète, certaine d'avoir été guettée avec Jean. Mais le vieux était resté impassible, sans paraître comprendre pourquoi elle se faisait aimable contre sa coutume. Et la vue de la jeune femme, sortant de la bergerie où elle n'allait jamais, enfiévra l'incertitude du fermier. « Eh bien, père Soulas, demanda-t-il, rien de nouveau ce matin ?» Le berger, très grand, très maigre, avec un visage long, coupé de plis comme taillé à la serpe dans un nœud de chêne, répondit lentement « Non, monsieur Hourdequin, rien du tout, sauf que les tondeurs arrivent et vont tantôt se mettre à la besogne. » Le maître causa un instant, pour n'avoir pas l'air de l'interroger. Les moutons qu'on nourrissait là, depuis les premières gelées de la Toussaint, allaient bientôt sortir vers le milieu de mai, dès qu'on pourrait les conduire dans les trèfles. Les vaches, elles, n'étaient guère menées en pâture qu'après la moisson. Cette Beauce si sèche, dépourvue d'herbage naturel, donnait de bonnes viandes cependant. Et c'était routine et paresse, si l'élevage du bœuf s'y trouvait inconnu. Même chaque ferme n'engraissait que 5 ou 6 porcs pour sa consommation. De sa main brûlante, Hourdequin flattait les brebis qui étaient accourues, la tête levée avec leurs yeux doux et clairs, tandis que le flot des agneaux enfermés plus loin se pressait en bêlant contre les claies. « Et alors, père Soulas, vous n'avez rien vu ce matin ?» redemanda-t-il en le regardant droit dans les yeux. Le vieux avait vu, mais à quoi bon parler ? Sa défunte, la garce et la Soularde, lui avaient appris le vice des femmes et la bêtise des hommes. Peut-être bien que la cognette, même vendue, resterait la plus forte, et alors ce serait sur lui qu'on tomberait pour se débarrasser d'un témoin gênant. « Rien vu du tout, répéta-t-il, les yeux ternes, la face immobile. Lorsque Hourdequin retraversa la cour, il remarqua que Jacqueline y était demeurée, nerveuse, l'oreille tendue, avec la crainte de ce qui se disait dans la bergerie. Elle affectait de s'occuper de ses volailles, les 600 bêtes, poules, canards, pigeons qui voletaient, cancataient, grattaient la fosse à fumier au milieu d'un continuel vacarme. Et même le petit porcher ayant renversé un seau d'eau blanche qu'il portait au cochon, elle se détendit un peu les nerfs en le giflant. Mais un coup d'œil jeté sur le fermier la rassura. Il ne savait rien, le vieux s'était mordu la langue. Son insolence en fut accrue. Aussi, au déjeuner de midi, se montra-t-elle d'une gaieté provocante. Les gros travaux n'étaient pas commencés, on ne faisait encore que 4 repas. L'émietté de lait à 7 heures, la rôtie à midi, le pain et le fromage à 4 heures, la soupe et le lard à 8. On mangeait dans la cuisine, une vaste pièce où s'allongeait une table flanquée de 2 bancs. Le progrès n'y était représenté que par un fourneau de fonte qui occupait un coin de l'âtre immense. Au fond s'ouvrait la bouche noire du four, et les casseroles luisaient, d'antiques ustensiles s'alignaient en bon ordre le long des murs enfumés. Comme la servante, une grosse fille laide, avait cuit le matin une bonne odeur de pain chaud, montait de la huche laissée ouverte. « Alors, vous avez l'estomac bouché aujourd'hui ?» demanda hardiment Jacqueline à Hourdequin qui rentrait le dernier. Depuis la mort de sa femme et de sa fille, pour ne pas manger tout seul, il s'asseyait à la table de ses serviteurs, ainsi qu'au vieux temps. Il se mettait à un bout sur une chaise
tandis que la servante maîtresse faisait de même à l'autre bout. On était 14, la bonne servait. Quand le fermier se fut assis sans répondre, la cognette parla de soigner la rôtie. C'étaient des tranches de pain grillées, cassées ensuite dans une soupière puis arrosées de vin, qu'on sucrait avec de la ripopée, l'ancien mot qui désigne la mélasse en Beauce. Et elle en redemanda une cuillerée, elle affectait de vouloir gâter les hommes. Elle lâchait des plaisanteries qui les faisaient éclater de gros rires. Chacune de ces phrases était à double entente, rappelait qu'elle partait le soir. On se prenait, on se quittait, et qui n'en aurait jamais plus, regretterait de ne pas avoir trempé une dernière fois son doigt dans la sauce. Le berger mangeait d'un air hébété, pendant que le maître silencieux, semblait lui aussi ne pas comprendre. Jean, pour ne pas se trahir, était obligé de rire avec les autres, malgré son ennui, car il ne se trouvait guère honnête dans tout ça. Après le déjeuner, Hourdequin donna ses ordres pour l'après-midi. Il n'y avait dehors que quelques petits travaux à terminer. On roulait les avoines, on finissait le labour des jachères, en attendant de commencer la fauchaison des luzernes et des trèfles. Aussi garda-t-il 2 hommes, Jean et un autre, qui nettoyèrent le fenil. Et lui-même, accablé maintenant, les oreilles bourdonnantes sous la réaction sanguine, très malheureux, se mit à tourner sans savoir à quelle occupation tuer son chagrin. Les tondeurs s'étaient installés sous un des hangars, dans un angle de la cour. Il alla se planter devant eux, les regarda. Ils étaient 5, des gaillards efflanqués et jaunes, accroupis, avec leurs grands ciseaux d'acier luisant. Le berger, qui apportait les brebis, les 4 pieds liés pareils à des outres, les rangeait sur la terre battue du hangar où elles ne pouvaient plus que lever la tête en bêlant. Et lorsqu'un des tondeurs en saisissait une, elle se taisait, s'abandonnait, ballonnée par l'épaisseur de sa fourrure, que le suint et la poussière cuirassaient d'une croûte noire. Puis, sous la pointe rapide des ciseaux, la bête sortait de la toison comme une main nue d'un gant sombre, toute rose et fraîche, dans la neige dorée de la laine intérieure. Serrée entre les genoux d'un grand sec, une mère posée sur le dos, les cuisses écartées, la tête relevée et droite, étalait son ventre qui avait la blancheur cachée, la peau frissonnante d'une personne qu'on déshabille. Les tondeurs gagnaient 3 sous par bête, et un bon ouvrier pouvait en tondre 20 à la journée. Hourdequin, absorbé, songeait que la laine était tombée à 8 sous la livre, et il fallait se dépêcher de la vendre pour qu'elle ne s'échappât trop, ce qui lui enlevait de son poids, le fait de sécher à la laine. L'année précédente, le sang de rate avait décimé les troupeaux de la Beauce. Tout marchait de mal en pis. C'était la ruine, la faillite de la terre, depuis que la baisse des grains s'accentuait de mois en mois. Et ressaisi par ses préoccupations d'agriculteur étouffant dans la cour, il quitta la ferme et s'en alla donner un coup d'œil à ses champs. Toujours, ses querelles avec la cognette finissaient ainsi. Après avoir tempêté et serré les coins, il cédait la place, oppressé d'une souffrance que soulageait seule la vue de son blé et de ses avoines, roulant leur verdure à l'infini. Ah, cette terre, comme il avait fini par l'aimer, et d'une passion où il n'entrait pas que l'âpre avarice du paysan, d'une passion sentimentale, intellectuelle presque, car il la sentait la mère commune qui lui avait donné sa vie, sa substance, et où il retournerait. D'abord, tout jeune, élevé en elle, sa haine du collège, son désir de brûler ses livres n'était venu que de son habitude de la liberté, des belles galopades à travers les labours, des griseries de grand air aux 4 vents de la plaine. Plus tard, quand il avait succédé à son père, il l'avait aimée en amoureux. Son amour s'était mûri comme s'il l'eût prise dès lors en légitime mariage pour la féconder. Et cette tendresse ne faisait que grandir, à mesure qu'il lui donnait son temps, son argent, sa vie entière, ainsi qu'à une femme bonne et fertile, dont il excusait les caprices, même les trahisons. Et il s'emportait bien des fois
Lorsqu'elle se montrait mauvaise, lorsque trop sèche ou trop humide, elle mangeait les semences sans rendre des moissons. Puis, il doutait, il en arrivait à s'accuser de mal impuissant ou maladroit. La faute en devait être à lui, s'il ne lui avait pas fait un enfant. C'était depuis cette époque que les nouvelles méthodes le hantaient, le lançaient dans les innovations, avec le regret d'avoir été un cancre au collège et de n'avoir pas suivi les cours d'une de ces écoles de culture dont son père et lui se moquaient. Que de tentatives inutiles, d'expériences manquées, et les machines que ses serviteurs détraquaient et les engrais chimiques que fraudait le commerce. Il y avait englouti sa fortune. La borderie lui rapportait à peine de quoi manger du pain en attendant que la crise agricole l'achevât. N'importe. Il resterait le prisonnier de sa terre. Il y enterrerait ses os, après l'avoir gardée pour femme jusqu'au bout. Ce jour-là, dès qu'il fut dehors, il se rappela son fils, le capitaine. À eux deux, ils auraient fait une si bonne besogne. Mais il écarta le souvenir de cet imbécile qui préférait traîner un sabre. Il n'avait plus d'enfants. Il finirait solitaire. Puis l'idée lui vint de ses voisins, les cocards surtout, les propriétaires qui cultivaient eux-mêmes leurs fermes de Saint-Just, le père, la mère, 3 fils et 2 filles, et qui ne réussissaient guère mieux. À la chamade, Robiquet, le fermier, à bout de bail, ne fumait plus, laissait le bien se détruire. C'était ainsi. Il y avait du mal partout. Il fallait se tuer de travail et ne pas se plaindre. Peu à peu, d'ailleurs, une douceur berçante montait des grandes pièces vertes qu'il longeait. Des légères pluies, en avril, avaient donné une belle poussée au fourrage. Les trèfles incarnats le ravirent, et il oublia le reste. Maintenant, il coupait par les labours, pour jeter un coup d'œil sur la besogne de ses 2 charretiers. La terre collait à ses pieds. Il la sentait grasse, fertile, comme si elle eût voulu le retenir d'une étreinte. Et elle le reprenait tout entier. Il retrouvait la virilité de ses 30 ans, la force et la joie. Est-ce qu'il y avait d'autres femmes qu'elle? Est-ce que ça comptait les cognettes, celle-ci ou celle-là, l'assiette où l'on mange tous, dont il faut bien se contenter quand elle est suffisamment propre? Une excuse si concluante à son besoin lâche de cette gueuse acheva de l'égayer. Il marcha 3 heures et il plaisanta avec une fille, justement la servante des cocards, qui revenait de Cloyes sur un âne en montrant ses jambes. Lorsque Hourdequin rentra à la borderie, il aperçut Jacqueline dans la cour, qui disait adieu aux chats de la ferme. Il y en avait toujours une bande, 12, 15, 20, on ne savait pas au juste, car les chats faisaient leur portée dans les trous de paille inconnus et reparaissaient avec des queues de 5 ou 6 petits. Ensuite, elle s'approcha des niches d'empereurs et de massacres, les 2 chiens du berger. Mais ils grognèrent, ils l'exécraient. Le dîner, malgré les adieux aux bêtes, se passa comme tous les jours. Le maître mangeait, causait de son air habituel, puis, la journée terminée, il ne fut question du départ de personne. Tous allèrent dormir. L'ombre enveloppa la ferme silencieuse. Et cette même nuit, Jacqueline coucha dans la chambre de feu Madame Hourdequin. C'était la belle chambre, avec son grand lit, au fond de l'alcôve tendue de rouge. Il y avait là une armoire, un guéridon, un fauteuil Voltaire, et dominant un petit bureau d'acajou, les médailles obtenues par le fermier au comice agricole luisaient, encadrées et sous verre. Lorsque la cognette, en chemise, monta dans le lit conjugal, elle s'y étala et écarta les bras et les cuisses pour le tenir tout entier, riant de son rire de tourterelle. Jean, le lendemain,
comme elle lui sautait aux épaules, la repoussa. Du moment que ça devenait sérieux, ça n'était pas propre, décidément. Il ne voulait plus. Chapitre 2. À quelques jours de là, un soir, Jean revenait à pied de Cloyes, lorsque, 2 kilomètres avant Rognes, l'allure d'une carriole de paysans qui rentrait devant lui l'étonna. Elle semblait vide, personne n'était plus sur le banc et le cheval abandonné retournait à son écurie d'une allure flâneuse, en bête qui connaissait son chemin. Aussi le jeune homme l'eut-il vite rattrapé. Il l'arrêta, se haussa pour regarder dans la voiture. Un homme était au fond, un vieillard de 60 ans, gros, court, tombé à la renverse, et la face si rouge qu'elle paraissait noire. La surprise de Jean fut telle qu'il se mit à parler tout haut. « Hé, l'homme, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il a bu? Tiens, c'est le vieux mouche, le père aux deux, là-bas. Je crois, nom de Dieu, qu'il est claqué. Ah bien, voilà une affaire. » Mais foudroyé par une attaque d'apoplexie, Mouche respirait encore d'un petit souffle pénible. Jean, alors, après l'avoir allongé, la tête haute, s'assit sur le banc et fouetta le cheval, ramenant le moribond au grand trot, de peur qu'il ne lui passât entre les mains. Quand il déboucha sur la place de l'église, justement, il aperçut Françoise debout devant sa porte. La vue de ce garçon dans leur voiture conduisant leur cheval la stupéfiait. « Quoi donc ?» demanda-t-elle. « C'est ton père qui ne va pas bien. »« Où ça ? Là, regarde !» Elle monta sur la roue, regarda. Un instant, elle resta stupide, sans avoir l'air de comprendre devant ce masque violâtre dont une moitié s'était convulsée, comme tiré violemment de bas en haut. La nuit tombait. Un grand nuage fauve qui jaunissait le ciel éclairait le mourant d'un reflet d'incendie. Puis, tout d'un coup, elle éclata en sanglots. Elle se sauva et elle disparut pour prévenir sa sœur. « Lise, ah mon Dieu !» Resté seul, Jean hésita. On ne pouvait pourtant pas laisser le vieux au fond de la carriole. Le sol de la maison se creusait de 3 marches du haut de la place, et une descente dans ce trou sombre lui semblait mal commode. Ensuite, il s'avisa que du côté de la route, à gauche, une autre porte s'ouvrait dans la cour, de plein pied. Et cette cour, assez vaste, était close d'une haie vive. L'eau rousse d'une mare en occupait les 2 tiers, et un demi-arpent de potager et de fruitier la terminait. Alors il lâcha le cheval qui, de lui-même, rentra et s'arrêta devant son écurie près de l'étable où étaient les 2 vaches. Mais au milieu de cris et de larmes, Françoise et Lise accouraient. Cette dernière, accouchée depuis 4 mois, surprise pendant qu'elle faisait téter le petit, l'avait gardé au bras dans son effarement. Et il hurlait lui aussi. Françoise remonta sur une roue, Lise grimpa sur l'autre, leurs lamentations devinrent déchirantes, tandis que le père Mouche, au fond, soufflait toujours de son sifflement pénible. « Papa, répondis. Qu'est-ce que t'as, dis donc? Qu'est-ce que t'as, bon Dieu? C'est donc dans la tête que tu ne peux seulement rien dire? Papa, réponds !»« Descendez, vaut mieux le tirer de là, » fit remarquer Jean avec sagesse. Elle ne l'aidait point. Elle s'exclamait plus fort. Heureusement, une voisine, la Frima, attirée par le bruit, se montra enfin. C'était une grande vieille sèche, osseuse, qui, depuis 2 ans, soignait son mari paralytique et qui le faisait vivre en cultivant elle-même, avec une obstination de bête de somme, l'unique arpent qu'il possédait. Elle ne se troubla pas, sembla juger l'aventure naturelle et, comme un homme, elle donna un coup de main. Jean empoigna Mouche par les épaules, le tira jusqu'à ce que la Frima pût le saisir par les jambes. Puis ils l'emportèrent, l'entrèrent dans la maison. « Où est-ce qu'on le met ?» demanda la vieille. Les 2 filles qui suivaient, la tête perdue, ne savaient pas.
Leur père habitait en haut, une petite chambre prise sur le grenier, et il n'était guère possible de le monter. En bas, après la cuisine, il y avait la grande chambre à 2 lits qu'il leur avait cédée. Dans la cuisine, il faisait nuit noire. Le jeune homme et la vieille femme attendaient, les bras cassés, n'osant avancer davantage de peur de culbuter contre un meuble. « Voyons, faudrait se décider pourtant. » Françoise, enfin, alluma une chandelle. Et à ce moment entra la Bécu, la femme du garde champêtre, avertie par son flair sans doute, par cette force secrète qui, en une minute, porte une nouvelle d'un bout à l'autre d'un village. « Hein? Qu'a-t-il, le pauvre cher homme? Je vois, le sang lui a tourné dans le corps. Vite, asseyez-le sur une chaise. » Mais la Frima fut d'un avis contraire. Est-ce qu'on asseyait un homme qui ne pouvait se tenir? Le mieux était de l'allonger sur le lit d'une de ses filles. Et la discussion s'aigrissait lorsque parut Fanny avec Nénès. Elle avait appris la chose en achetant du vermicelle chez Macron. Elle venait voir, remuer, à cause de ses cousines. « Peut-être bien, déclara-t-elle, qu'il faut l'asseoir pour que le sang coule. » Alors Mouche fut assis sur une chaise près de la table où brûlait la chandelle. Son menton tomba sur sa poitrine, ses bras et ses jambes pendirent. L'œil gauche s'était ouvert, dans le tiraillement de cette moitié de la face, et le coin de la bouche tordue sifflait plus fort. Il y eut un silence. La mort envahissait la pièce humide, au sol de terre battue, aux murs lépreux, à la grande cheminée noire. Jean attendait toujours, gêné, tandis que les 2 filles et les 3 femmes, les mains ballantes, considéraient le vieux. « J'irai bien encore chercher le médecin, hasarda le jeune homme. » La Bécu hocha la tête. Aucune des autres ne répondit. Si ça ne devait rien être, pourquoi dépenser l'argent d'une visite? Et si c'était la fin, est-ce que le médecin y ferait quelque chose? Ce qui est bon, c'est le vulnéraire, dit la Frima. Des extraits de plantes qui soignent les blessures. Moi, murmura Fanny, j'ai de l'eau de vie camphrée. C'est aussi bon, déclara la Bécu. Lise et Françoise, hébétées maintenant, écoutaient, ne se décidaient à rien, l'une berçant Jules, son petit, l'autre les mains embarrassées d'une tasse pleine d'eau que le père n'avait pas voulu boire. Et Fanny, voyant ça, bouscula Nénès absorbée devant la grimace du mourant. Tu vas courir chez nous et tu diras qu'on te donne la petite bouteille d'eau de vie camphrée qui est à gauche dans l'armoire. Tu entends, dans l'armoire à gauche. Et passe chez le grand-père Fouan, passe chez ta tante, la grande, dis-leur que l'oncle Mouche est très mal. Cours, cours, vite! Quand le gamin eut disparu d'un bond, les femmes continuèrent de disserter sur le cas. La Bécu connaissait un monsieur qu'on avait sauvé en lui chatouillant la plante des pieds pendant 3 heures. La Frima s'étant souvenu qu'il lui restait du tilleul sur les 2 sous achetés l'autre hiver pour son homme, alla le chercher. Et elle revenait avec le petit sac. Lise allumait du feu, après avoir passé son enfant à Françoise, lorsque Nénès reparut. Grand-père Fouan était couché. La grande a dit comme ça que si l'oncle Mouche n'avait pas tant bu, il n'aurait pas si mal au cœur. Mais Fanny examinait la bouteille qu'il lui remettait et elle s'écria « Imbécile, je t'avais dit à gauche, tu m'apportes l'eau de Cologne. » Voilà, c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter autour de ce vieux monsieur Mouche. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN et on se retrouve aussi très bientôt sur notre chaîne pour de prochaines aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!